Bonsoir, bienvenue dans notre nouvelle émission « Toute la musique qu'ils aiment ». Cette semaine, mon invité, Ariel Dombal. Bonsoir Ariel. Bonsoir. Merci d'être là à la salle Gaveau pour cette émission. Alors, tout de suite, je voudrais savoir quel est votre premier souvenir d'émotion musicale? Eh bien, mes parents mettaient énormément de musique et presque 24 heures par jour. Ce qui fait que j'ai une culture musicale très vaste que j'ignore moi-même. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux entiers que je connais par cœur, que j'ai entendus comme enfant et je ne sais même pas ce que c'est. Mais je dois dire que probablement la chose que je connais le plus, c'est le concerto d'Aranjuez de Falla et de Rodrigo. Ouais. Comment avez-vous découvert le baroque dont on sait que vous vous y intéressez particulièrement? Eh bien, la passion du baroque est venue finalement par mes professeurs de chant. Je suis arrivée à Paris, j'ai fait le conservatoire de musique et on aborde, tous les élèves qui sont soprano dramatiques, ce que je suis, abordent les airs antiques, aeri antichi. Et c'est des Monteverdi, du Caldara, du Crivelli, toute cette période 16e, 17e siècle. Et j'ai tout de suite adoré ça, j'ai trouvé que c'était merveilleux. Et puis, je dois dire que ma voix, moi j'ai beaucoup d'agilité vocale, c'est-à-dire que tout ce qui est les fioritures, toutes les choses dont on a besoin pour chanter le baroque, je l'avais presque naturellement. Donc c'est vers cette musique, du Vivaldi aussi, du Monteverdi, l'Orfeo, tout ça, où tout à coup mes professeurs m'ont dit vous excellez là-dedans, il faut oui, dans cet art de l'ornementation. Voilà, de l'ornementation. Et alors, je voudrais qu'on parle de ce dernier disque qui est paru chez Tréma, Libertà, dont nous allons parler tout au long de cette semaine. Comment est-ce que vous êtes venu à Handel? J'avais cette idée de faire ressurgir cette musique baroque qui est très polymorphe, qui est très polyphonique, d'essayer de mettre des sons et des instruments qui ressemblent à ceux de l'époque, mais aussi qui soient des sons complètement contemporains, qui sont faits avec de l'électronique, des sons électroniques. Et donc j'ai beaucoup cherché, j'ai travaillé avec de nombreux musiciens, et puis je voulais quelque chose de populaire, de la musique pop, techno-pop. Alors on reparlera tout au long de cette semaine de ce disque, Libertà. Je voudrais qu'on en vienne au XVIIIe siècle, puisque ce soir, je vous propose deux musiciens du XVIIIe siècle, et je sais votre intérêt pour le XVIIIe. Je voudrais qu'on continue à en parler toutes ces soirées, puisque, je le rappelle, vous êtes avec nous jusqu'à vendredi. C'est ça, c'est formidable. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans le XVIIIe, rapidement? Alors, j'aime évidemment, par-dessus tout, j'aime Couperin et Rameau. Bien sûr. Parce que, bon, le Couperin, l'art du toucher, n'est-ce pas, quand on entend ces morceaux de clavecin par Couperin, c'est tout le XVIIIe siècle qui arrive. Bien sûr, Lully pour les ballets, mais Rameau aussi, qui est peut-être moins écouté et qui est merveilleux. Alors, Couperin, moi j'ai chanté La leçon des ténèbres, ça m'a exalté, c'est quelque chose qui vous bouleverse au plus profond de l'âme. Et puis il y a cet art aussi, la musique s'écoutait pendant des heures, c'était 4, 5, 6 heures de musique. Elle ne s'écoutait pas de la même manière. Pas de la même manière. On sortait, on entrait. Voilà, et elle était aussi liée, c'est à ce moment-là que la musique devient profane, c'est-à-dire qu'on écrit des pièces pour de la mythologie grecque, et puis on la tire de la gangue religieuse. Exactement. Et c'est le début de l'opéra. Le XVIIIe siècle, c'est vraiment le début de l'opéra. Mais on verra ça. À la fin de la semaine, je vous offrirai une pièce de quelqu'un qui a été au début de l'opéra. Mais je vous propose ce soir d'écouter deux compositeurs français. D'abord de Sébastien de Brossard, une Élévation. Et puis ensuite de Louis-Nicolas Clérambault, plus connu parce qu'il a été très lié à Versailles, au baroque versaillais. Et il a été entre autres organiste des Demoiselles de Saint-Cyr. C'est ça, Madame de Maintenon l'a donc bien connu. Et puis il a aussi été organiste à Saint-Sulpice. Nous écoutons donc de Louis-Nicolas Clérambault un de ses Magnificats, l'ensemble interprété par Gérard Laine et l'ensemble Il Seminario Musicale. Bonsoir Ariel, à demain. À demain.
Bonsoir, bienvenue dans notre émission Toute la musique qu'ils aiment. Cette semaine, mon invité Ariel Dombasle. Bonsoir Ariel. Bonsoir. On se retrouve avec plaisir. Alors nous allons aujourd'hui évoquer peut-être la manière dont vous vivez la musique. Comment est-ce que vous la ressentez dans votre vie quotidienne? Alors, j'imagine que je ne pourrais pas vivre sans musique. Je n'imagine pas un monde sans musique. Ce serait une chose atroce. La musique, il faut presque s'en méfier tellement c'est quelque chose de fort. La musique vous transporte, vous soulève. On se dit même, comment se fait-il qu'une succession de sons dans le temps puisse faire un effet si grand? Et puis la musique, c'est lié à tous les grands événements de la vie aussi. La musique, c'est la naissance, c'est les mariages, c'est les fêtes, c'est l'amour et c'est les enterrements. Et c'est ça qui est si beau dans la musique. Et vous en écoutez tous les jours? Oui, j'en écoute tous les jours. J'écoute surtout des voix de femmes parce que, en même temps, j'allie cette écoute à mon travail personnel. Donc, vous chantez tous les jours aussi? Je chante tous les jours. Et puis j'écoute aussi de la musique comme tout le monde, c'est-à-dire que j'écoute la musique de l'air du temps. J'aime bien être en phase avec mon époque, donc j'écoute... Qui par exemple? Eh bien, j'écoute bien sûr Madonna et U2 et Britney Spears et MC Solar et Eminem. Et puis maintenant, vous savez, la musique, c'est lié aussi à toute une iconographie. J'aime beaucoup la créativité des clips, tout ça, c'est des choses qui comptent. Alors, quels sont, justement, quand vous parlez des clips, ça m'amène à l'image, quelles sont les visions que vous apporte la musique? Vous savez, on dit mon âme voyage sur les parfums comme celle d'autres sur la musique. C'est Baudelaire qui dit ça. Mais c'est vrai que c'est le vecteur émotif le plus fort. D'ailleurs, au cinéma, on met toujours de la musique. C'est quelque chose qui est extrêmement exaltant. Je me souviens que dans l'adolescence, j'écoutais certains morceaux des Rolling Stones. J'avais l'impression que c'était comme une espèce de révélation de ce que serait mon futur. Je vous propose ce soir d'écouter Ravel, Gaspard de la Nuit. Gaspard de la Nuit. Je crois que vous connaissez cette œuvre pour piano. Bien vous sûr. Aimez Ravel? J'aime L'Enfant et les Sortilèges. Et puis j'aime... On retrouve l'aspect fantastique. L'aspect fantastique. Et puis j'aime ce qu'aime tout le monde, c'est-à-dire le boléro. J'aime que Ravel ait été si... qu'il a été très hispanisant, c'est-à-dire il a aimé l'exotisme de l'Espagne. Et aussi, je me rappelle que dans mon enfance, j'avais écouté ça, qui était la complainte d'une infante déçue. Non, pas complainte. Pavane pour une infante défunte. Pour une infante défunte, voilà. Et ça, c'est très inspiré par Fauré. Et je sais que Ravel a été l'élève de Fauré. Et moi, j'adore Fauré. J'ai toujours eu, pour les requiems de Fauré, si vous me dites quelque chose qui vraiment m'a exalté au plus haut point, c'est bien Fauré. Alors, ce que nous allons entendre, c'est d'un aspect justement moins fauréen, mais plus visionnaire. Oui. Parce que je vais vous proposer Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel. Je rappelle donc qu'il y a 3 mouvements. Le premier, c'est Ondine, le moment où cette Ondine frappe à la fenêtre éclairée par la lune. Le deuxième est beaucoup plus tragique, ça s'appelle le gibet, et c'est l'image d'un soir au coucher du soleil où, derrière les murs de la ville, on voit un gibet ou une carcasse de pendu rougeoie sous le soleil couchant. Oui. Et puis le dernier volet de ce triptyque s'appelle Scarbo. Scarbo, c'est le nom d'un gnome grimaçant, fantasmagorique. On retrouve votre intérêt pour la fantasmagorie. Mais Ravel est quelqu'un qui a beaucoup souffert. D'abord parce que son époque l'a très mal compris. Et même à l'école, il n'était pas aimé. On lui a même interdit de passer certains concours. On disait mais Ravel, c'est dissonant, c'est absurde, il n'y a pas de mélodie. Et on l'attaquait beaucoup. On l'a beaucoup dit précisément pour Gaspard de la Nuit, vous avez tout à fait raison. Ah oui, c'est ça. Il n'était pas aimé, Ravel, de son vivant. C'est triste. Parce qu'il avait trouvé précisément dans cette œuvre quelque chose d'une expression, et l'expression peut inclure la dissonance pour faire entendre le grinçant qu'il y a à l'intérieur de la vie. Bien sûr, et les rythmes asymétriques, qui sont quelque chose de très intéressant chez Ravel. Eh bien, je vous propose d'écouter donc maintenant ce Gaspard de la Nuit, interprété par une très grande pianiste française aujourd'hui, Brigitte Engerer. À demain, Ariel. À demain.
Bonsoir, bienvenue dans notre émission Toute la musique qu'ils aiment. Cette semaine, mon invité est Ariel Dombal. Bonsoir Ariel. Bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver. Alors, nous allons continuer à explorer vos intérêts pour la musique et je voudrais qu'on me disiez, en dehors du baroque, dont on a bien compris à travers votre disque Libertà, à travers ce que vous nous avez déjà dit, qu'il est un de vos centres d'intérêt, quelles sont les autres musiques que vous avez plaisir à entendre? J'ai un goût très vaste, donc j'écoute aussi des comédies musicales américaines, j'écoute aussi beaucoup de chanteuses contemporaines. Mais alors, je vais peut-être oui. préciser ma question. Si vous aviez un excellent ami qui vous dise « J'aimerais que tu me conseilles quelques musiques à entendre, oui. à écouter », qu'est-ce que Alors, vous choisiriez? je lui dirais de commencer par Rameau, par Bach, ça certainement, par Mozart. S'il aime l'opéra, je lui dirais qu'il ne faut quand même pas faire l'impasse sur les grands Italiens, Puccini, Rossini, que ça c'est l'exaltation. Et dites Verdi pour me faire plaisir. Et Verdi, bien entendu, bien entendu. Et les grands drames verdiens. Et puis, je lui dirais peut-être aussi d'aller faire un tour du côté de chez Wagner, parce que là, c'est un univers, c'est une planète à elle seule. Et en général, les gens qui aiment Wagner n'aiment que Wagner. C'est quelque chose d'étrange ce qui se passe avec Wagner. C'est une secte. Et dans la musique, je ne dirais pas de notre siècle, puisque nous sommes au XXIe siècle, mais dans la musique du XXe siècle, quelles sont les musiques qui vous ont intéressé, vous touchent encore aujourd'hui? Écoutez, moi, j'ai essayé de m'intéresser à ce qu'on appelle la musique contemporaine, mais du Stockhausen, du Nono, toute la musique sérielle, etc. Et je dois dire que je n'y suis pas tellement arrivée. Vous n'êtes pas seule. Je suis restée assez hermétique à tout ça. Bien que, évidemment, on peut dire que Boulez, qui est ce très grand, bien sûr compositeur, mais qui est un chef d'orchestre étonnant. Une grande personnalité de la musique. Voilà, je dois dire que son interprétation de Péléas et Mélisande, de Debussy, donc ça c'est un très grand moment. Debussy aussi, voilà un compositeur qui a tellement souffert de l'incompréhension de ses contemporains. Alors ce qui est joli dans Debussy, c'est que c'est inspiré de Verlaine, de Mallarmé, de Pierre-Louis. Bien sûr. Les chansons de toute la Bilitis. poésie de son époque. Oui. C'est infusé de cette poésie symboliste. Et lui aussi, vous savez que quand il a écrit La Mer, les critiques musicaux lui ont dit, écoutez, c'est plutôt le mal de mer. Les gens ont absolument détesté Debussy. Les critiques musicaux ont été féroces sur Péléas et Mélisande, on trouvait ça mais absurde. Alors là aussi, Monsieur Debussy ne connaît ni le timbre, ni les mélodies, ni le rythme, ni les tonalités. Ça veut dire qu'il faut se méfier d'avoir des jugements trop hâtifs. Absolument. Et alors, Debussy, pour moi, c'est cette espèce de chose en demi-teinte. C'est assez wagnérien, d'ailleurs. Demi-teinte, je crois que c'est le bon mot, la bonne expression. Mais est-ce que vous connaissez sa sonate pour violoncelle et piano que nous allons entendre ce soir? Parce que c'est une œuvre de la fin de sa vie. Et quand vous parlez justement de l'aspect tourmenté, on y retrouve cela. Il l'a composé en 1915, il est mort en 1918, comme vous le savez. Oui. Et c'est un moment particulier. Et c'est surtout, puisque vous parlez de la mer, une œuvre qu'il a composée à Pourville, devant la mer. Eh bien, nous écoutons cette sonate pour violoncelle et piano de Debussy. Elle est en 3 mouvements. Un prologue, une sérénade dans l'inspiration de Watteau, et puis un final. Et elle nous est jouée ce soir par 2 très remarquables jeunes artistes français, Henri de Marquette au violoncelle et Claire Désert au piano. À demain, Ariel. À demain.